Caporal Virus, je me suis engagé dans cette guerre-là depuis plusieurs années. Les impérialistes veulent nous imposer une guerre réellement qui n'est pas simple. Mais avec l'encouragement de la population et du président capitaine Ibrahim Traoré, on pense qu'on va arriver jusqu'au bout. Et dans cette guerre, on demande la contribution de toutes et de tous. La population est demandée de contribuer financièrement, moralement et physiquement. Voilà, chacun à sa manière peut contribuer à cette guerre pour la libération totale du Burkina Faso. Ensemble, on ira jusqu'au bout. Et on est prêt à se donner jusqu'au bout pour la libération totale du Burkina Faso. On se rappelle, les années passées, il y a certains coins du Burkina Faso, on ne pouvait pas arriver. Avec l'arrivée de notre président, capitaine Ibrahim Traoré, réellement, on a reconquis beaucoup de coins. Et dans cette logique, on libérera le territoire jusqu'au bout. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Réforme judiciaire au Burkina, la peine de mort rétablie et les amendes relevées au niveau de toutes les infractions. C'est l'une des décisions majeures du Conseil des ministres de ce jeudi. L'exécutif table également sur l'économie nationale avec des ressources intérieures mobilisées à hauteur de 2500 milliards de francs CFA, sans oublier l'appurement de la dette intérieure à 1200 milliards de francs CFA. Le point complet en début de journal. Lutte contre le terrorisme au Burkina, la commune de Sidéra-Dougou dans la Comoué célèbre la paix. Autrefois confrontée aux forces du mal, grâce aux forces combattantes, les 47 villages de la commune vivent désormais dans la quiétude et dans l'harmonie. Ensemble, les populations saluent la cohésion qui a prévalu. Une semaine à Afara, dans cette rubrique découverte de la toute première école de la commune, construite en 1961, l'école de Fara est aujourd'hui un bâtiment fragilisé, mais qui renferme toute une histoire pour les anciens élèves. L'historique de cette école dans ce 20h. Dans ce 20h, nous irons au Niger où le président de la République a visité le site hydro-agricole de Sagia. Une visite marquée par l'accueil par les populations de l'arrondissement communal numéro 5, l'ambiance dans la page AES. Voilà décliner les titres de ce 20h. Bonsoir et bienvenue. Au conseil hebdomadaire des ministres tenu ce jeudi, de grandes décisions sont prises, notamment l'adoption d'un nouveau code pénal qui réintroduit la peine de mort au Burkina et le relèvement des amendes au niveau de toutes les infractions. Au titre du ministère de l'économie et des finances, l'année 2025 présente des ressources intérieures mobilisées de l'ordre de 2500 milliards de francs CFA et l'appurement de la dette intérieure à hauteur de 1200 milliards de francs CFA. Le point avec Lambert Soma. Le Burkina Faso rétablit la peine de mort pour un certain nombre d'infractions. Le Conseil des ministres de ce jour a adopté un projet de loi portant code pénal. Selon le ministre de la Justice, Edaso Rodrigue Bayala, l'adoption de ce projet de loi s'inscrit dans une dynamique de réforme globale du secteur pour une justice qui répond aux aspirations profondes du peuple. Plusieurs innovations sont introduites dans le nouveau code. Le rétablissement de la peine de mort ainsi que de sa procédure d'exécution pour un certain nombre d'infractions qui sont la trahison, savoir les Burkinabés qui prennent les armes contre leur pays, les actes de terrorisme, les actes d'espionnage. Le Conseil des ministres consacre également le travail d'intérêt général comme une peine principale et sanctionne la promotion et les pratiques homosexuelles et assimilées. Les peines d'amende au niveau de toutes les infractions connaissent également un relèvement, qu'il s'agisse des délits ou des crimes, et passent pour les minima de 250 000 francs CFA à 500 000 francs CFA. En matière de circulation routière, les infractions ont été revues, les peines ont été
particulièrement à ce niveau revu à la hausse, parce qu'on a constaté que 90 à 95% des accidents de la circulation qui endeuillent les familles burkinabées sont du fait de l'usager. Et il fallait bien entendu, tout en accentuant la sensibilisation sur la sécurité routière, et prévoir également des sanctions qui puissent être dissuasives pour mieux protéger la société burkinabé et protéger les usagers de la route. Le prix de l'or à l'international, les investissements dans l'agriculture et dans les infrastructures ainsi que la reprise de l'industrialisation dans notre pays ont boosté l'économie. Au titre du ministère de l'économie et des finances, le Conseil a adopté un rapport relatif à la situation d'exécution du budget et de la trésorerie de l'État. Exercice 2025. À la date du 30 septembre, l'économie burkinabé se porte bien. Nous avons pu mobiliser en termes de ressources intérieures 2500 milliards, soit un taux de 105% par rapport aux prévisions. Nous pouvons être satisfaits du niveau d'exécution des dépenses en ce qui concerne la dette intérieure, parce que de janvier à fin novembre, il a été payé près de 1200 milliards de dettes intérieures. De façon globale, l'économie se porte nettement mieux, parce qu'à fin décembre 2025, nous escomptons un taux de croissance de 6,28%, après 4,8% l'année passée. Pour les crimes économiques comme les détournements et les actes de corruption, les sanctions peuvent aller jusqu'à l'emprisonnement à vie lorsque le montant détourné ou l'objet de l'infraction est supérieur ou égal à 5 milliards de francs CFA. C'est un signal fort à l'endroit des prédateurs des deniers publics. Cet autre rendez-vous, lui, il se tient chaque premier jeudi du mois, le cérémonial d'hommage en mémoire du capitaine Thomas Sankara. Cet après-midi à Ouagadougou, sur le site du mémorial, autorités militaires, administratives et populations ont encore marqué leur présence à la célébration solennelle du père de la révolution burkinabé. Adama Guiti, Romial Patrice Toé. Le groupement d'escadrons et d'honneur de la gendarmerie nationale exécute ainsi le cérémonial militaire en hommage au capitaine Thomas Sankara. Ce cérémonial militaire est institué par le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, le 15 octobre dernier. Cette initiative est un signal fort, mais également une invite au peuple burkinabé et d'Afrique à s'approprier les valeurs du capitaine Thomas Sankara. Il vit toujours en chaque Africain engagé aujourd'hui pour la défense de notre continent, de notre souveraineté, pour la dignité des peuples africains. Ce cérémonial est organisé chaque premier jeudi du mois sur le site du mémorial Thomas Sankara. Un mémorial qui est dans sa phase initiale, rappelle le ministre en charge de la communication. Invite est donc faite aux Burkinabés et aux amis du Burkina Faso à participer à la réalisation de l'œuvre. Le mémorial Thomas Sankara, tel que vous le voyez, c'est à peine 10% du projet intégral dont nous avons l'ambition et espérons, dans des délais très courts, pouvoir voir ces infrastructures se réaliser dans leur entièreté. Et pour y parvenir, nous avons besoin de la contribution de tous. À l'issue de cette cérémonie solennelle, une visite guidée du site est organisée au profit des participants. Rendez-vous est pris pour le premier jeudi du mois de janvier 2026 pour un autre cérémonial militaire d'hommage au capitaine Thomas Sankara. La police municipale célèbre ses 30 ans au service des populations. À l'occasion, elle initie des journées portes ouvertes pour présenter son parcours, ses missions et ses perspectives. Ces journées débutées ce matin se déroulent jusqu'au 7 décembre prochain. Le lancement de cet événement sous le parrainage du ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme avec Moumouni Wanga. La police municipale s'ouvre au public. Un événement pour marquer d'une pierre blanche les 30 ans de vie de l'institution municipale. 3 décennies à veiller sur la salubrité et la tranquillité publique, à œuvrer au quotidien à la promotion de la sécurité urbaine, à la gestion de la circulation et des espaces publics, ainsi que la sécurité des personnes et des biens, aux côtés des autres forces ici saluées. Il était véritablement de bon ton
de créer donc cette entité-là qui s'occupe exclusivement des questions liées donc à nos communes et à nos municipalités. Donc, dans le contexte sécuritaire actuel, c'est un plus pour le Burkina Faso d'avoir une structure comme la police municipale qui permet en tout cas de faire face à un certain nombre de préoccupations. Nous ne pouvons que leur souhaiter joyeux anniversaire et que les 30 prochaines années voient encore plus de professionnalisme et beaucoup plus de détermination donc, au service donc, des populations à la base. Célébré sous le thème police municipale, 30 ans au service des populations, bilan, défis et perspectives, le trentenaire se veut une introspection pour l'institution afin de mieux entrevoir l'avenir. Nous voulons profiter de cette occasion pour poser un miroir et nous regarder objectivement pour pouvoir faire sortir tout ce qui a été fait comme bien, tout ce qu'il y a eu comme acquis, et regarder également quelles sont les difficultés que nous avons eues, quelles sont les maladresses que nous avons eues, pour pouvoir corriger et projeter la police municipale pour les années à venir, notamment sur une période de 20 ans. Pour une meilleure connaissance de cette force par les populations, cette exposition présente la police municipale, ses missions, ses unités et sections. L'exposition dévoile également le matériel de travail, les grades et les tenues qui vont avec. Ces journées ouvertes au public se poursuivent jusqu'au 7 décembre prochain sur l'avenue Monseigneur Joanny Thévenou. On vient de l'apprendre, le Premier ministre Rim Talba Jean-Emmanuel Ouédraogo vient d'atterrir à Niamey au Niger pour un séjour de 72 heures. Il y est sur invitation de son homologue nigérien pour participer au festival de l'Aïr. Ce festival se tient dans la région d'Agadez et se veut le symbole de coopération entre les peuples du Sahel. L'arrivée du Premier ministre à Niamey avec Nyar Kiteda. En route pour Irefouane, dans la région d'Agadez au nord du Niger, le Premier ministre Rim Talba Jean-Emmanuel Ouédraogo est accueilli ce jeudi en fin d'après-midi à l'aéroport international Dioré Amani de Niamey par le ministre d'État, ministre de la Défense du Niger, le général Salif Modi. Accueil fraternel empreint de convivialité et d'amitié, signe d'une coopération et relation au beau fixe. Il souhaite au nom du Premier ministre du Niger la bienvenue au chef du gouvernement burkinabé en terre nigérienne, celui ici au Niger. Pour cet exercice, le ministre d'État, ministre en charge de la Défense du Niger, n'est pas seul à l'aéroport ce soir. D'autres membres du gouvernement nigérien, des personnalités de haut rang et une forte communauté burkinabé sur place ici à Niamey sont de la partie. Rim Talba Jean-Emmanuel Ouédraogo est l'invité de son homologue nigérien à la 17e édition du festival de l'Aïr qui se tient du 5 au 7 décembre à Irefouane dans le nord du Niger. Le festival de l'Aïr constitue une vitrine culturelle majeure du Sahel, un symbole d'unité, de paix et de fierté africaine, ainsi qu'un cadre privilégié de coopération culturelle et touristique entre les deux peuples, liés par l'histoire, la géographie et les valeurs de fraternité sahélienne. Dans la suite de votre 20h, le 30e anniversaire de la police municipale du Burkina est célébré à travers le pays. C'est le cas à Bobo-Dioulasso où la police municipale offre du ciment et du sable à l'initiative présidentielle Faso Mebo. Ce don qui vise, selon le directeur général, à contribuer à la construction de la ville de Bobo-Dioulasso. La remise avec Kassom Milogo et Salam Dabal. Sur le site du village artisanal, siège de l'initiative présidentielle Faso Mebo, le directeur général de la police municipale de Bobo-Dioulasso et ses collaborateurs. Ils apportent ainsi leur soutien à l'initiative présidentielle avec 4 tonnes de ciment et 2 voyages de sable. Un don qui s'inscrit dans le cadre du 30e anniversaire de la police municipale du Burkina Faso et célébré sous le thème Police municipale, 30 ans au service des populations, bilan, défis et perspectives. L'anniversaire n'est pas seulement les aspects festifs, c'est aussi venir mettre la main dans la pâte pour le développement communautaire. Et vous savez que son Excellence, le chef de l'État, a souhaité que, ou disons dans sa vision, veut que le développement passe par nous-mêmes, les moyens endogènes. Et nous avions voulu, à travers cela, cotiser, payer du ciment pour venir aussi confectionner des pavés au profit donc des différentes voies de la ville. Une initiative soutenue par le directeur régional de la RTB Guiriko, par ailleurs, parrain de cette cérémonie.
un parrain qui apporte ici sa part contributive à l'éclat de cette activité. C'est un acte patriotique, un acte de solidarité, en tout cas un acte du dépassement de soi. Raison pour laquelle quand nous avons été sollicités pour accompagner cette activité, nous n'avons pas hésité. Donc nous sommes engagés à accompagner les actions de développement. 30 ans d'engagement aux côtés des populations, je crois que c'est un moment qu'il faut vraiment saluer. Avant de prendre congé du site de l'initiative présidentielle Faso Mebo, les deux responsables et leur personnel ont mis la main à la pâte pour participer à la confection de pavés. Le même geste de solidarité est effectué par la police municipale de Dédougou. La direction de la police municipale de Dédougou a procédé hier mercredi à la remise de 3 tonnes de ciment et de 10 pelles au profit de l'initiative Faso Mebo, un don réceptionné par le haut-commissaire de la province de Mohon. Reportage Armel Martial Sawadougou et Pauline Bikaba. 3 tonnes de ciment et des pelles. C'est le don de la police municipale de Dédougou à l'initiative présidentielle Faso Mebo. Ce don entre dans le cadre de la commémoration des 30 ans d'existence de la police municipale. Et ce geste traduit son engagement à répondre à l'appel du président du Faso pour la construction de la nation. Sécurité et développement, en tout cas, sont deux termes indissociables. Et la police municipale, nous sommes avant tout des citoyens. Et la construction du pays, en tout cas, incombe à tout le monde. C'est pourquoi nous avons apporté donc ce don pour que nous puissions vraiment avoir des cas de vie encore sains, des territoires aménagés, en un mot pour une reconstruction en tout cas de notre pays. Ce geste est fortement salué par le premier responsable de la province du Mouhoun qui voit en cet acte un esprit patriotique et d'engagement pour les services rendus à la nation, mais aussi sa contribution à la construction du pays. C'est avec joie et satisfaction que nous recevons ce don. Et nous traduisons toute notre reconnaissance à la police municipale et nous invitons les autres acteurs à emboîter le pas de la police. La construction du pays est l'affaire de tous les Burkinabés. En plus de ces dons, la police municipale de Dédougou a au programme une montée des couleurs, un cross populaire et des séances de sensibilisation au code de la route et au port du casque pour marquer la célébration de son trentenaire au niveau communal. 40 tonnes de granit et 2 millions de francs CFA en espèces. C'est le don des personnels du 12e bataillon d'intervention rapide BIR 12 à Faso Mebo Fada. Ils se sont aussi mobilisés sur le site de l'initiative présidentielle pour la fabrication et la pose des pavés dans la cité de Yendablé. Le reportage de Désiré Ilboudou et Bernard Diassou. Le 12e bataillon d'intervention rapide BIR 12 intervient sur le site de Faso Mebo de Fadanou-Gourmand en agissant au profit des populations de la région du Gourmou, voire du Burkina Faso, sans armes de guerre, mais tout en restant proactif. Le BIR 12 pose encore une fois de plus un acte citoyen et patriotique. Ce matin, nous avons bien voulu apporter notre aide à Faso Mebo d'une valeur de 3 200 000 francs, composée de 40 tonnes de granit, d'une table vibrante et aussi d'une somme en liquidité de 2 millions de francs CFA. C'est pour honorer l'initiative présidentielle Faso Mebo, sainement pensée et correctement conçue par le camarade, son excellence, le capitaine Ibrahim Traoré, pour pouvoir rendre le peuple burkinabé heureux. En procédant à ce don, le personnel du 12e bataillon d'intervention rapide BIR 12 et l'ensemble de ces éléments ont consacré la journée à la fabrication et à la pose des pavés dans la cité de Yendabli, renforçant ainsi les actions d'embellissement et d'aménagement urbain. Il n'y a pas un fonds déposé où on puisse faire dérouler les activités. Donc on va continuer toujours de sensibiliser les gens dans ce sens. Nous souhaitons que beaucoup de personnes puissent prendre le pas pour qu'ensemble nous puissions mener à bien cette initiative qui part vraiment dans la construction de notre Faso. Le 12e BIR et l'ensemble de son personnel participent activement à la lutte contre le terrorisme au Burkina Faso. Ce bataillon relève du 5e groupement d'intervention rapide et son action montre non seulement l'engagement militaire dans les initiatives communautaires, mais aussi une synergie entre la sécurité et le développement local à travers des actions concrètes sur le terrain.
Restons avec les porteurs de tenue où une autre vie est possible à la retraite. Chez les militaires, la Direction centrale des ressources humaines et de la mobilisation du ministère en charge de la défense a initié à Bobo-Dioulasso une session de formation relative à la reconversion des retraités. 22 personnes s'initient à l'agriculture, à l'élevage ainsi qu'à d'autres secteurs d'activité dans leur situation de retraite. Le compte rendu de Drissa Traoré et Ismaël Saturnin, Paris. À cette session de formation, les acteurs clés sont les soldats retraités et ceux qui sont à un pas de l'être. Pendant 3 semaines, ils vont recevoir de la part des techniciens des connaissances dans le domaine de l'agriculture et de l'élevage. Une façon de les amener à s'occuper sainement et utilement pendant la période de retraite. C'est une formation capitale qui permettra aux militaires qui, après avoir servi la nation avec dévouement, ne se retrouvent pas dans une situation de désespoir ou de misère. Donc c'est pour leur donner des outils, leur permettre de s'auto-employer à leur retraite et pourquoi ne pas employer et d'autres personnes et continuer à servir le pays. Donc c'est une initiative pertinente. Et c'est à ce titre que le commandement militaire s'est battu depuis 2008 à travers la politique de reconversion des personnels militaires à mettre en place cette formation qui vraiment doit les apporter un certain nombre d'éléments qui doit leur permettre de bien pratiquer des activités génératives de revenus, qui doit leur permettre vraiment d'être à l'aise et de mener une vie décente. L'initiative de cette session de formation bénéficie de l'accompagnement technique et financier du Fonds national d'appui aux travailleurs déflattés et retraités, FONADR. Et vous savez qu'on ne peut pas faire carrière pendant 30 ans, 40 ans et du jour au lendemain devenir entrepreneur. Il faut de l'accompagnement. Et je pense que c'est justement cet accompagnement-là que nous sommes en train de mettre en œuvre. Il faut dire que le FONADR va accompagner financièrement ces formés-là dans la mise en œuvre de leurs projets et micro-projets. Mais même dans la mise en œuvre de projets et micro-projets, le FONADR va continuer en les apportant des appuis conseils. 22 participants issus de plusieurs entités des forces armées et de la police nationale sont concernés par cette formation. À l'issue, il est prévu des kits d'installation. Et puis, à la faveur de la Foire internationale du livre de Ouagadougou, édition 2025, l'écrivain Wayen Zerbo a eu à initier une matinée littéraire intitulée « Les immergés à la découverte de Carfa », un événement pour présenter le manuel aux appelés à l'immersion patriotique et leur rappeler les fondements de la révolution progressiste populaire. Cette activité tient lieu de dédicace du livre. Sayouba Sori. Carfa, le nouveau-né de l'écrivain Wayen Zerbo, ici présenté à des appelés de la première promotion de l'immersion patriotique. Un livre qui rappelle les bases fondamentales de la révolution progressiste populaire. Une partie du livre explique les facettes de la révolution démocratique et populaire menée par le capitaine Thomas Sankara. Et une autre partie est consacrée à la révolution progressiste et populaire sous l'impulsion du capitaine Ibrahim Traoré. Tout ce que j'ai pu retenir est que le capitaine Ibrahim se base sur ce que Thomas Sankara a commencé pour améliorer son pays. Ce qui m'a plus touché, c'est que la spiritualité était le socle que le colonisateur a eu à toucher parce que l'homme noir est un homme spirituel. Donc ils ont touché la spiritualité des Africains parce qu'ils savaient que s'ils ne partaient pas vers là-bas, ils n'allaient pas pouvoir coloniser les Africains. Le livre est très riche. C'est un livre qui parle vraiment de notre culture, qui nous cultive vraiment, qui nous parle de comment être nous-mêmes, comment être autonome, comment réfléchir nous-mêmes au lieu de copier l'Occident et faire tout ce qui vient de l'Occident et surtout côté colonisation. Pour l'auteur de l'ouvrage, le manuel vise à permettre à la population de se libérer du colonisateur. Une manière de soutenir les idéaux du chef de l'État. Les dirigeants et les dirigés doivent être au même pied de l'équipe d'information, de connaissances de leur environnement et des responsabilités qui ont comme à chacun. C'est ça que le premier. Deuxième pilier, c'est la responsabilisation du peuple. C'est pour ça que
il y a tous les grands projets qui se font aujourd'hui. Et le dernier pilier, c'est la révalorisation de nos potentialités endogènes. Le livre intitulé Carfa est disponible aux éditions Mercury à Ouaga 2000 au prix de 3000 francs CFA. Un invité dans ce journal, la personne du directeur général du programme national de volontariat au Burkina Faso, Durmité Nestor Noufi. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Marcel. On a souvent l'habitude d'entendre volontariat, volontaire par-ci, par-là. Pour commencer, qu'est-ce que le volontariat et que comprendre des missions et attributions de votre structure? Merci donc pour l'opportunité que vous nous offrez pour parler donc du volontariat et en l'occurrence donc la journée internationale des volontaires. Il faut d'abord préciser que la journée internationale des volontaires a été instituée par la résolution 212 du 17 décembre 1985. Alors, pour revenir à votre question, le volontariat, pour faire simple, c'est un engagement citoyen, un engagement civique et patriotique et pour servir donc au service de la nation. Autrement dit, le volontariat n'est pas une activité rémunérée. Ça voudrait dire que c'est des Burkinabés qui mettent à contribution leurs compétences, leurs expériences aux actions de développement du Burkina Faso. Alors, vous l'avez déjà signifié, la célébration de la journée internationale du volontariat. DG, quel est l'intérêt de la commémoration d'une telle journée? Alors, la commémoration revêt plusieurs intérêts. D'abord, donc, rendre hommage aux volontaires qui donnent, qui consacrent leur temps pour servir les communautés. Et également, faire de sorte que les partenaires techniques, la population, puissent donc valoriser ces volontaires qu'on mobilise sur le terrain, parfois au risque, au péril donc de leur vie. Également, renforcer la citoyenneté, le civisme et, comme je l'ai dit, les valeurs du volontariat. Donc aujourd'hui, la journée internationale est dédiée aux volontaires afin que le gouvernement, les acteurs puissent donc reconnaître leurs mérites et les féliciter. Alors, on sait qu'il y a plusieurs activités au programme. Est-ce que vous pouvez un peu décliner ces activités-là? Oui, en mars, donc, parce que l'ASIV, c'est demain, nous avons donc commencé par des activités sportives, des jeux de société, comme on l'a dit, un esprit sain dans un corps sain. Et après 12 mois de dur labeur, nous avons jugé opportun donc d'annexer ces activités-là. Une coupe donc dédiée aux volontaires également a été lancée hier. Et ce soir, donc, l'apothéose a été connue. Et un prix sera donc remis au cours de cette cérémonie-là. Alors, à l'issue, on a également mené une activité terrain, la réparation donc des routes à travers la technique de Donou. Et nous avons également formé des volontaires sur des questions en lien avec le secourisme. Nous sommes en situation de crise, donc nous nous sommes dit que c'était bien d'outiller ces volontaires-là, partout où ils sont, s'il y a une situation qui puisse porter main forte. Alors, à cette étape de la commémoration, est-ce qu'il y a des motifs de satisfaction et quelles sont vos attentes pour cette célébration? Oui, assez de motifs de satisfaction parce qu'il y a une forte adhésion. D'abord, donc, les concernés, les volontaires, sont fortement mobilisés. Également, je vais dire, d'autres partenaires qui nous accompagnent parce qu'ils ont jugé opportun donc, le rendre en tout cas visible cette activité, cet événement-là. Enfin, les attentes, c'est que à la sortie donc, de cette ZIV-là, qu'on puisse effectivement, en 2026, être déployés sur le terrain. Ça veut dire déployer nos volontaires sur le terrain et faire de sorte que nos volontaires ne soient pas que au bureau. Donc éviter le volontariat bureaucratique et avoir donc affaire au volontariat communautaire. Ça veut dire que nos volontaires doivent être proches donc, et près de leur population pour les accompagner parce qu'ils vivent avec la population et connaissent donc les réalités terrain. Alors surtout avec le nombre de chantiers engagés par le gouvernement. Tout à fait. Il faut dire que les missions même du GIP-PNVB cadrent bien avec donc, la révolution progressiste populaire. En ce sens, nous on a pris les choses en main. Déjà 2024, on a élaboré un ensemble de programmes, sinon un programme qui prend en compte l'ensemble des initiatives présidentielles. Donc déjà en 2026, vous allez nous voir sur le terrain en train donc, de contribuer, accompagner Faso Mebo à travers la mobilisation des volontaires. Nous le faisons déjà avec l'initiative présidentielle pour le développement communautaire à travers l'initiative Coup de balai volontaire.
Alors, on va vous souhaiter bonne célébration. Merci bien. Merci pour ces informations. Restez avec nous pour la suite de ce 20h. Les acteurs de la chaîne pénale du Burkina Faso s'approprient les récentes réformes judiciaires. C'est à la faveur d'un séminaire, un cadre d'échange pour renforcer la compréhension des différentes innovations introduites à travers les nouvelles lois portant organisation judiciaire et code de procédure pénale. Des réformes en vigueur depuis juin 2025. Bienvenue dans ça. Les réformes majeures introduites par la nouvelle loi portant organisation judiciaire et celle portant code de procédure pénale au cœur de ce cadre de concertation des acteurs de la chaîne pénale. La compréhension des réformes est un enjeu capital pour ces acteurs pour qui il y a nécessité de mettre en cohérence les pratiques. Nous avons un nouveau code de procédure pénale, nous avons une nouvelle loi d'organisation judiciaire et les acteurs doivent l'appréhender, la maîtriser. Dans ce contexte en fait de relecture en fait de la loi 08 et puis 09 qui consacre bien sûr le code de procédure en fait pénale, il était nécessaire que les acteurs en fait puissent se retrouver et échanger en fait autour des différentes innovations des textes en fait qui viennent d'être adoptés en fait. Nous attendons en tout cas harmoniser notre compréhension par rapport à ça et développer une pratique qui va véritablement aider les personnes qui seront en tout cas en contact avec nos services. Sans oublier les innovations en lien avec la réorganisation des compétences juridictionnelles et la révision des délais légaux dans diverses procédures. La vision actuelle du gouvernement est de mettre en place un système de justice pénale performant, accessible et efficace, qui répond donc aux aspirations profondes de nos populations et qui est également donc en phase avec les réalités sociales. Le renforcement de capacités concerne les acteurs du parquet, du siège, de l'instruction et de la police judiciaire sur des textes qui portent non seulement sur l'architecture institutionnelle de la justice, mais également sur les mécanismes d'enquête, de poursuite, de jugement et d'exécution. Jadis confrontée aux menaces terroristes, la commune de Sidéradougou célèbre le retour de la paix. À travers une fête organisée pour l'occasion, la commune a réuni ses fils et filles des 47 villages pour des activités récréatives. Par ailleurs, ils se sont engagés à s'unir davantage et promouvoir la cohésion face aux autres défis. L'ambiance avec Bamanka Yannick Dabiri et Moumouni Barou. Une joie retrouvée pour les 47 villages de la commune de Sidéradougou après quelques années mouvementées pour cause du terrorisme. La vie a repris son cours normal grâce à la résistance des populations. La forte mobilisation de communautés à cette journée communale de vivre ensemble, de reconnaissance et de résilience est la preuve que la cohésion et la paix est une réalité dans cette commune. Depuis un certain temps, la population s'est mobilisée comme un seul homme pour vraiment lutter contre l'ennemi, ce qui nous permet aujourd'hui, en tout cas, d'être dans une commune pacifiée. Sidéradougou est désormais une commune pacifiée, mais le travail de sensibilisation à la cohésion doit se poursuivre. Au dire du représentant du commandant Passouendé Pélagie Cabré Kaboré, ministre de l'Action humanitaire. C'est vrai qu'il y a eu une crise qui a entraîné une forte crise humanitaire en même temps. Il y a des populations qui se sont déplacées, qui sont avec nous, qui forcément n'ont peut-être pas les mêmes us et coutumes que nous. Mais il faut qu'on s'accepte, qu'on puisse vivre ensemble, que ceux qui viennent d'ailleurs aussi acceptent que les communautés aussi ont leur comportement, ont leurs coutumes qu'il faut respecter. Au cours de cette journée, le comité d'organisation a pensé aux familles des VDP et d'oiseaux tombés pour la défense de la patrie. Elles bénéficient des kits alimentaires. Une solidarité également à l'initiative Faso Demain, chacun y apporte sa contribution. Une exposition des produits locaux pour montrer la richesse économique du terroir. Avant l'entame de la cérémonie, quelques plants mis ici en terre au lycée municipal, symbole de la résistance et de l'espoir. Ouagadougou abrite la 3e session du Conseil des ministres de l'Alliance pour le biodigesteur en Afrique de l'Ouest et du Centre. Cadre d'analyse et d'approbation de la stratégie 2026-2030 de la vulgarisation de la technologie du biodigesteur dans les différents pays membres. La rencontre réunit ce jeudi des ministres des 8 pays membres de l'Alliance fondée en 2018. Elle est présidée par le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, des Ressources animales et halieutiques. Reportage Salifou Belem et Ahadi Sandamba.
3e conseil des ministres de l'Alliance pour le biodigester en Afrique de l'Ouest et du Centre. C'est une rencontre en présentiel, mais aussi en visioconférence qui réunit des ministres et des administrateurs des 8 pays membres de l'Alliance. Ce conseil examine le tout premier plan stratégique 2026-2030. Un exercice devant aboutir à l'approbation du dit plan pour une meilleure vulgarisation de la technologie du biodigester dans les pays membres. La mise à l'échelle de cette technologie constitue un levier stratégique pour le développement durable, la lutte contre la pauvreté et la préservation de notre environnement. Les combustibles issus de la biomasse occupent une place prépondérante dans le bilan énergétique de l'ensemble de nos pays, représentant plus de 112% de la consommation finale d'énergie en 2020, principalement dans le secteur domestique. Cette dépendance, aggravée par les effets du changement climatique, contribue à une perte annuelle du couvert forestier estimée à 0,8%, compromettant nos efforts de développement et exacerbant la pauvreté, l'insécurité alimentaire et énergétique, en particulier dans les zones rurales. C'est pourquoi l'Alliance continue de jouer pleinement son rôle de coordination et de structuration du secteur du biodigester en Afrique de l'Ouest et du Centre. La rencontre de Ouagadougou permet également de faire le bilan des actions menées sur le terrain. Et de cette session, il ressort que le nombre d'installations de biodigesteurs dans l'espace de l'Alliance est passé de 13 170 en 2017 à plus de 22 000 en 2025. L'Alliance pour le biodigester en Afrique de l'Ouest et du Centre a été créée en 2018 et est composée du Bénin, du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire, de la Guinée, du Mali, du Niger, du Sénégal et du Togo. La 13e édition des journées à faible émission de gaz carbonique a été lancée en début de semaine à Ouagadougou. Couplée à la semaine nationale de la salubrité, ces journées rappellent à tous la nécessité de contribuer au mécanisme de la faible émission de carbone à travers la sensibilisation et des actions fortes en la matière. Ces journées coïncident également avec le lancement officiel des clubs écologiques chez les scolaires. Maria Matamboura. Une représentation théâtrale sur les effets nuisibles des sachets plastiques avec le théâtre de l'espoir de Mbabwanga. Nous sommes aux 13e journée à faible émission de carbone. Des journées qui mobilisent dans la cour du CIAO tous les acteurs qui contribuent à la salubrité au Burkina Faso. L'idée, c'est que tous les citoyens burkinabés comprennent la sauvegarde de l'environnement, le respect de l'environnement, la contribution aux faibles émissions de carbone, c'est pour le bien-être de la population. Il s'agit de célébrer donc cette journée à faible émission de carbone. Nous sommes à leur côté et pour que cette initiative puisse avoir des retombées dans le long terme pour le Burkina Faso. Réduction des gaz à effet de serre, quelle implication durable des clubs écologiques dans la lutte contre la pollution plastique, c'est le thème de l'édition 2025. Elle est couplée à la Semaine nationale de la salubrité et le lancement officiel des clubs écologiques dans tous les lycées et collèges. Vous avez souvenance des récurrents messages de son Excellence le président du Faso, le camarade Ibrahim Traoré, que ce soit à l'occasion des messages de fin d'année, que ce soit à l'occasion des messages dans le cadre des journées d'engagement patriotique et de participation citoyenne. Il nous invite à rendre notre cadre de vie propre. Il nous invite à rendre notre cadre de travail propre. Donc c'est pourquoi nous avons saisi cette brèche pour travailler sur le terrain, à apporter une réponse concrète. Ce n'est pas la première fois que nous participons à cette activité. Notre société collabore également avec le ministère de l'Environnement pour assainir les cadres de vie des populations. Cette mobilisation témoigne de l'intérêt des acteurs pour la protection de l'environnement et notre entreprise sera toujours aux côtés des autorités pour les bonnes causes. Et pour l'atteinte des objectifs d'assainissement du cadre de vie et de protection de l'environnement, le ministère en charge de l'environnement met à la disposition des collectivités, des communes de Ouagadougou, de Bobo-Dioulasso et de Koudougou du matériel de collecte de déchets. Le département de Roger Barreau s'engage également pour 100% de clubs écologiques.
Souveraineté énergétique et investissement innovant pour une transition solaire accélérée au Burkina Faso. Un forum d'affaires se tient à Ouagadougou sur la question, initié par Sonikara Solar Blue Carbon Burkina Faso SARL en collaboration avec le ministère en charge de l'énergie. Ce forum entend proposer des solutions solaires compétitives, durables et adaptées à la population burkinabé. Sayouba Souri. Déjeuner d'affaires entre acteurs de la chaîne de valeur du solaire, le ministère en charge de l'énergie et leurs partenaires. L'initiative est de la société Sonikara Solar Blue Carbon Burkina Faso. Une occasion pour les participants de créer une plateforme de dialogue public-privé, de faciliter la structuration des investissements à travers des rencontres B2B et de présenter des solutions innovantes pour une industrialisation du solaire au Burkina Faso. On fait l'étude, on fait la conception, on fait la vente et l'installation. On a aussi un service après-vente. Nous sommes là aujourd'hui pour proposer une gamme d'équipements solaires, à savoir des panneaux solaires, des batteries lithium au profit de la population burkinabé, aux gens riches mais aussi bien sûr aux gens à faible revenu. La société Sonikara Solar Blue Carbon Burkina Faso s'est engagée à offrir aux clients des produits de qualité selon Bassirou Kanazoué, partenaire de la société, et le représentant de l'ambassade du Mali au Burkina Faso d'encourager la promotion des énergies renouvelables. L'énergie solaire, c'est un bien commun. C'est un bien que Dieu nous a donné, donc nous devons en prendre soin. Et le but de ce projet, ce n'est pas commercial. C'est social, c'est pour permettre aux couches les plus démunies de bénéficier de ces biens primo que Dieu nous a donnés, qui doivent être partagés à tous. Sonikara Solar Blue Carbon Burkina Faso est le fruit de la société Sonikara Solar Electro du Mali et de Blue Carbon Technology de la Chine. La vision de la société est de contribuer à promouvoir une stratégie nationale pour accélérer le développement de l'énergie solaire au Burkina Faso. Suite de l'aventure dans la commune de Fara à la découverte de la toute première école de la commune, l'école de Fara. Située dans le village de Toné, elle a été construite en 1961 avec 3 classes seulement. L'infrastructure est aujourd'hui fragilisée et reste un lieu symbolique pour les anciens élèves. L'histoire de cette école avec Salifou Belem et Bénéwende Frédéric Nikiema. Blessée, elle tient encore debout, résistante sur ses fondations. Entre les murs de ce bâtiment, 3 salles de classe ont vu naître l'élite ici dans la commune de Fara. Construite en 1961, vous avez sous les yeux la toute première école dans cette partie de la province des Balais, là où tout a commencé. Érigée au lendemain des indépendances sous l'appellation de Toné, du même nom que le village qui l'abrite, l'école accueille ses premiers élèves en 1962. Plus de 6 décennies après, Moumoudé, l'une des élèves de la première promotion, se souvient encore de ses débuts à l'école de Toné. Tous les arbres là, les neveux là, c'est tous chez nous qui ont planté ça. Ils arrosé tout. Mais il n'y a pas personne qui comprend français ici. Le maître a demandé le fils du chef, c'est la cas venir, s'il parle avec le français, lui il va décrire le français en poème donné aux enfants. Il va nous montrer. Ah, si le maître a dit I, le fils du chef aussi il dit I. Quand on dit I aussi, on dit I. C'est comme ça qu'on appelle toujours jusqu'à en CM2. Le fils du chef a retourné, aller reposer maintenant. C'est nous qui avons commencé à faire l'école là. Dans ce bâtiment, Moumoudé a suivi tout son cursus du CP1 au CM2. À l'époque, chaque classe comptait en moyenne 60 apprenants, avec par table-banc 5 élèves. Pour composer l'examen d'entrée en 6e, il fallait se rendre à plus de 120 km de la commune à Léo, dans la région du Nando. Moumoudé fait le déplacement, mais échoue à l'examen. Elle décide alors d'arrêter les études. Je dis que je vais aller faire plier les galettes. Le maître a dit que les galettes là que tu veux plier, est-ce que ça peut me soutenir? Je dis oui.
Maintenant, je vois que l'école est bien maintenant. Ah, je deviens vieille, comme je veux faire aussi. Mes camarades là, eux aussi, ils sont fait CM1, mais ils n'ont pas eu la chance pour aller faire l'examen à l'eau. C'est les élèves même qui ont commencé à ne pas aimer l'école. Un jour, je suis allé dire à mon vieux, j'ai dit, ah vraiment, le maître là ne m'aime pas. Pourquoi? Parce que les personnels là étaient frappés trop, avec juste raison. Si tu n'arrives pas à t'exprimer, à faire ce que le maître te demande. Exactement 63 ans sont passés. Le village a grandi, les familles se sont multipliées, d'autres écoles ont été construites, mettant fin au calvaire de certains élèves qui parcouraient parfois plus de 15 km pour rejoindre ce temple du savoir. Malgré le temps, ce bâtiment demeure encore la première pierre de l'éducation locale. Une mémoire vivante, initiée par un fils de la localité. Ninani Nia, il vient de la chefferie du village et il a fréquenté à l'école primaire publique de Léo. Et c'est de là-bas qu'il a poursuivi ensuite ses études à Dakar. Ensuite, il a vu l'importance que revêt l'école dans la formation des fils et filles de la localité. Et voilà pourquoi, par ses relations, il a fait venir une école. Aujourd'hui, l'école de Touné s'est élargie et est devenue l'école primaire publique Touné A. L'ancien bâtiment souffre de problèmes de toiture et attend toujours des fonds pour sa réfection. L'école A de Touné compte désormais 3 bâtiments et 9 salles de classe, dont 6 ouvertes. L'école en chiffres, c'est aussi près de 480 élèves et 8 enseignants engagés dans l'éducation des jeunes âmes de la commune. Au Niger, le président Tiani, à la tête d'une forte délégation, a visité le site hydro-agricole de Sagia, situé dans l'arrondissement communal numéro 5. Avant d'investir le site qui s'étend sur une superficie de 105 hectares, le chef de l'État a reçu un accueil chaleureux de la part des populations locales. Reportage Lawali Maïnassara et Ousmane Sani. C'est une ambition claire qu'il nourrit depuis son accession à la tête de l'État. Trouver les voies et moyens permettant d'assurer aux Nigériens l'autosuffisance alimentaire partout et à n'importe quelle saison de l'année. La solution, le chef de l'État Abdourahmane Tiani l'a trouvée dans son initiative de projet de grande irrigation en cours d'exécution dans les 8 régions du pays. Et c'est à peine que le chef de l'État et sa délégation ont pu accéder au site en question, tellement que les populations de l'arrondissement communal Niamey 5 et au-delà celles de la région de Niamey se sont fortement mobilisées pour accueillir et saluer cet homme d'État exceptionnel à l'esprit visionnaire qu'il fallait depuis pour notre pays. Après avoir reçu toutes les informations relatives à l'exploitation du site par le directeur général de l'ONAHA et les responsables du génie rural, cap a été mis sur les stations de pompage disposant de 3 pompes d'une capacité de 540 m3 par heure chacune pour une superficie totale de 105 hectares réhabilités qui produisent des centaines de tonnes de riz paddy les 2 saisons annuelles cumulées. Les magasins de stockage et le siège de la coopérative des producteurs du riz ont constitué la dernière étape de cette visite. Là également, les producteurs et l'ensemble des acteurs et riverains attendaient l'arrivée de l'hôte spécial. Le président de la République a ainsi longuement échangé avec la Fédération des unions des coopératives des producteurs du riz, des responsables de l'ONAHA, des cadres du ministère de l'Agriculture et l'ensemble des acteurs de la chaîne rizicole. Ils ont tous salué la clairvoyance du chef de l'État dont l'engagement a permis de redonner un souffle nouveau à la filière rizicole. Avec l'ONAHA renforcé, la grande irrigation en marche, le RINI ressuscité et l'OPVN revigoré, le général Abdourahmane Tiani a bien placé ses pions
pour remporter la victoire, celle de la souveraineté alimentaire de son pays. Au Mali, la biennale artistique et culturelle Tombouctou 2025 se prépare activement. Le ministre de la Culture est allé faire le point des préparatifs sur le terrain. Pour lui, la région est prête à accueillir l'événement après avoir visité les sites devant abriter les spectacles. Il a également échangé avec les membres de la commission régionale d'organisation sur les difficultés rencontrées. Idrissa Goulou Sissoko. La région de Tombouctou est prête à accueillir la Biennale artistique et culturelle 2025. C'est le constat fait par le ministre de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme. Au cours de son séjour dans la ville, le ministre a visité la salle Ali Farka Touré, entièrement rénovée, le site de la Flamme de la Paix, la salle de conférence de l'IERI Ahmed Baba, la mascotte, le stade municipal et la résidence du gouverneur. Il a aussi suivi une présentation des activités menées par la commission régionale d'organisation. Nous pouvons vous dire de façon certaine que la région de Tombouctou est prête. Et je vous assure que le gouvernement a pris, la commission d'organisation régionale a pris beaucoup d'innovations, beaucoup d'initiatives qui vont aider. Et la commission nationale également est présente avec quelques personnes ressources et experts, à leur tête le directeur, le coordinateur de la Biennale. En tout cas, les autorités régionales et les populations s'engagent à réserver un accueil digne de l'hospitalité légendaire de Tombouctou à toutes les délégations. Toutes les autorités sont impliquées dans l'organisation de cette biennale. Et tous les ministres, presque tous les ministres ont l'œil sur Tombouctou parce que cette biennale est une biennale particulière. Vous savez ce qui se passe, cette grande médiatisation pour discréditer exactement le pays. Et tout ça, c'est une opportunité pour nous de dire non, tout va très bien au Mali, tout se passe très bien au Mali, à Tombouctou, tout va très bien. Au-delà des prestations artistiques et culturelles, Tombouctou devra montrer à la face du monde l'unité nationale. La Biennale artistique et culturelle Tombouctou 2025, c'est du 18 au 28 décembre prochain. Le gouverneur de la région du Kadiogo et une délégation composée entre autres du PDS de la commune de Koubri et des directeurs régionaux ont investi la ferme Bangré-Nouman dans la commune rurale de Koubri pour une visite, une immersion du site pour toucher du doigt les réalisations du promoteur de la ferme. Salifouni Kiema excelle dans les secteurs de la pisciculture, la maraîchiculture et l'élevage dans sa ferme. Reportage Alassane Kendribego et Ali Zungrana. Le gouverneur de la région du Kadiogo en visite aux initiatives privées de promotion des cultures locales. Abdoulaye Bassenga et ses collaborateurs sont ici dans la ferme sylvo-agro-pastorale de l'agro-businessman Salifou Nikema. Des bassins de production de poissons à l'enclos d'élevage en passant par l'Ananéré, le gouverneur et ses collaborateurs touchent du doigt le travail abattu par ses promoteurs. C'est un sentiment de légitime fierté et de réel plaisir vraiment qui m'anime. Ouais, on a visité un peu depuis cette production de bananes, d'ananas et de la culture, la pisciculture. Donc on a un système intégré chez nous ici. Au départ, on croyait qu'on pouvait importer tout, qu'on ne pouvait absolument rien faire. Vous voyez l'ananas, on disait qu'on pouvait, c'était le pays côtier. Mais aujourd'hui, le promoteur vient de faire la preuve qu'il est bien possible de pouvoir produire en quantité suffisante au Burkina Faso et plus précisément dans la région du Kadiogo. Des raisons suffisantes pour le premier responsable de la région du Kadiogo et ses collaborateurs d'encourager le promoteur, mais aussi d'inviter la population de la commune de Ouagadougou à emboîter les pas de Salifou Nikema. Les réalisations de cet agro-businessman confortent le gouverneur dans sa conviction. Nous avons tout chez nous pour réussir. Nous avons toutes les compétences intellectuelles, vous voyez, et puis l'emploi beaucoup de personnes. Donc en même temps, non seulement ça permet la promotion de nos cultures locales, mais en même temps ça lutte contre le chômage parce que ça crée des richesses, ça crée de l'emploi pour nos jeunes. Pour les promoteurs, sa démarche s'inspire de la vision des autorités du pays, la production de ce que nous consommons. Et pour cela, il entend bien le faire et l'apprendre à qui le veut. D'où ces centres intégrés dans lesquels il produit du poisson, des ananas, de la banane, du manioc et bien d'autres. Ici, c'est une centre qu'on peut faire plus de 1 million d'alevins le mois. Et ici aussi, on fait d'engrossissement des poissons.
Et ici aussi, on utilise l'eau des poissons qui est bio pour faire nos jardins et faire notre agriculture. Chose qui est vraiment rentable. Et nous utilisons aussi nos bœufs, nos ruminants pour prendre les déchets pour faire une compost de 45 jours pour nourrir notre sol et faire notre agriculture. À cette sortie, le gouverneur et ses collaborateurs ont également visité le centre de confection et de distribution de briques Général Distribution Mebo Industrie de Salifou Nikema, un centre qui emploie plus d'une centaine de personnes. L'université Thomas Sankara réunit des chercheurs, des étudiants et autres experts sur la question des écosystèmes entrepreneuriaux à travers un séminaire de 72 heures. Initié par le projet Access, la rencontre vise à renforcer les capacités des étudiants afin de favoriser l'émergence alimentaire durable au Burkina Faso. Les travaux se sont déroulés en présentiel et en ligne avec la participation de plus de 120 personnes. L'ouverture des travaux avec Nongba Kouda et Ali Zungrana. Un séminaire à l'université Thomas Sankara pour favoriser une meilleure compréhension des écosystèmes d'innovation entrepreneuriaux. À ce séminaire, les acteurs questionnent le rôle des écosystèmes d'innovation entrepreneuriaux dans l'accélération de l'émergence des systèmes alimentaires durables afin de faire face aux défis liés à la sécurité alimentaire, au changement climatique et à la transformation de l'agriculture. L'ambition du présent séminaire est claire. Il s'agit de renforcer les capacités des acteurs à concevoir, développer et soutenir des écosystèmes d'innovation entrepreneuriaux pour des systèmes alimentaires durables. C'est en unissant nos forces que nous pourrons bâtir des écosystèmes solides, inclusifs et durables au service de la souveraineté alimentaire du Burkina Faso. Cette rencontre d'échange et de réflexion dont les résultats sont attendus se veut spécial par les acteurs qu'ils regroupent, chercheurs, experts, étudiants et praticiens agricoles en un même lieu, pour coproduire des solutions adaptées aux réalités du moment. Il y a des étudiants, des mastérants venant des universités publiques et privées. Ce séminaire, pour ce qui les concerne, va susciter, n'est-ce pas, la réflexion. Parce que comme on le sait, les universités doivent produire de la connaissance. Ce cadre d'échange va créer, n'est-ce pas, une véritable émulation en matière de l'éclosion, n'est-ce pas, donc de savoir et des perspectives de recherche pour alimenter ce qu'on appelle la prise de décision dans le secteur agricole de notre pays. Présentation des travaux de recherche issus du projet Access, partage des modèles de réussite d'innovation agricole et animation de panels multi-acteurs sur les leviers de l'émergence des écosystèmes d'innovation sont les temps forts de ces séminaires. La direction des ressources humaines de la RTB partage son expérience avec des étudiants en gestion des ressources humaines de l'université l'EDA Bernard Ouedraogo de Waiguia. C'est à l'occasion des 48 heures des étudiants RH. Ces journées visent à favoriser l'insertion professionnelle des étudiants et renforcer leurs compétences techniques avec les professionnels. Reportage Boukari Ouedraogo et Alidou Alain Savadou. Ces étudiants en gestion des ressources humaines de l'université l'EDA Bernard Ouedraogo de Waiguia réfléchissent sur les fondements théoriques et les innovations digitales pour les organisations. Ce panel inaugural est un partage d'expériences entre les professionnels du domaine et les étudiants pour mieux préparer leur insertion professionnelle. C'est aussi un espace de dialogue entre les acteurs du monde du travail et les futurs gestionnaires des ressources humaines. C'est 48 heures d'échanges vraiment bien nourris, bien remplis, avec des communications, des partages d'expériences. Donc à l'endroit de mes filles, j'aimerais les dire d'être professionnels, d'appliquer tout ce que le corps professoral aurait à leur donner comme connaissance et d'être à l'écoute aussi de leur personnel quand on va les employer en tant que professionnels et aussi d'être humain et d'utiliser aussi l'empathie dans leur gestion, mettre l'homme au cœur de leur gestion. En plus de communication, bien d'autres activités sont prévues pendant ces 48 heures pour permettre à ces étudiants de se préparer pour intégrer la vie professionnelle. Pendant 48 heures, nos étudiants vont bénéficier donc d'un partage d'expérience avec des personnalités de haut niveau qui vont partager avec eux leur vécu, leur expérience, leur circuit professionnel pour les inspirer et renforcer donc les bases théoriques qu'ils ont acquis en classe. Nous disons que nous sommes très satisfaits de ce que cela a produit et
nous ne pouvons que remercier tous ces gens qui nous ont accompagnés, toutes ces structures qui nous ont voulu croire en nous. Dans notre vie professionnelle, tout ce que nous avons appris, travailler avec rigueur pour espérer se hisser au sommet. Les 48 heures de l'étudiant RH de l'université Ledia Bernard Ouedraogo ont pris fin par une soirée de remise d'attestation de reconnaissance à des partenaires et des récompenses pour les meilleurs étudiants. Pour sa contribution à la formation et à la recherche, le professeur Innocent Pierre Guissou reçoit les hommages des étudiants, des médecins et des pharmaciens. Une distinction à l'occasion du 2e congrès international de la Sofatox, la société de pharmacologie et de toxicologie. La cérémonie avec Paul Moyenga et Tanga Kafando. Ses cheveux ont blanchi dans les laboratoires et les amphithéâtres, dans la recherche et l'enseignement de la pharmacologie et la toxicologie. Celui qui est considéré comme le père de la pharmacie au Burkina Faso est célébré par la Sofatox, la société de pharmacologie et de toxicologie, à la faveur de son 2e congrès international. Professeur Innocent Pierre Guissou est un père, un enseignant, un mentor et un guide pour ses étudiants, enseignants, médecins et pharmaciens qui sont là pour lui rendre hommage. Une cérémonie ponctuée d'allocutions et de témoignages sur la personnalité et l'œuvre de cette figure majeure de la pharmacologie et de la toxicologie. On a tenu à réaliser cette cérémonie d'hommage parce que depuis que le professeur a quitté l'université ici en 2017, on n'avait pas encore réalisé cette cérémonie d'hommage. Et comme il était le fondateur de cette société de pharmacologie-là, on a voulu vraiment lui rendre hommage pour tout ce qu'il a fait pour non seulement l'université Joseph Kizerbo, mais pour tous les pharmaciens du Burkina et de la sous-région africaine. C'est lui qui a mis en place l'école de pharmacie au Burkina Faso en 1990 parce qu'il n'y avait pas d'école de pharmacie au Burkina. Nous sommes venus pour lui témoigner toute notre reconnaissance par rapport à son encadrement. Vous avez entendu, les gens ils ont dit que ce n'est pas que l'encadrement, c'est carrément une éducation que le professeur Guissou nous a donné à l'université Joseph Kizerbo de Ouagadougou. Et de ce témoignage, il ressort que le professeur Innocent Pierre Guissou a plus de 150 publications. Il a encadré plus de 100 travaux de thèse et de mémoire et a mis en place la FACA, un produit de grande renommée contre la drépanocytose. Commandeur de l'ordre de mérite, il a remporté le prix du président du Faso sur la recherche en 2007. Des hommages reçus avec honneur et humilité pour le fondateur de la pharmacie au Burkina Faso. C'est vrai que cela me fait plaisir, mais souvent je me demande si ce n'est pas trop. Et également être content que l'on m'honore pendant que je suis toujours en vie, ça c'est très important. Et je pense que si je peux servir d'exemple aux autres, je les sollicite de prendre les pas et aller de l'avant. Ça doit marcher pour eux aussi, il n'y a pas de raison. Le 2e congrès de la Sofatox se tient sur 2 jours sur le thème « Contribution de la recherche en pharmacologie et toxicologie à la résilience du système de santé ». Et ce sont plusieurs communications qui seront données par des experts du Burkina et d'autres pays d'Afrique. C'est tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programmes sur la RTV. Caporal Virus, je me suis engagé dans cette guerre-là depuis plusieurs années. Les impérialistes veulent nous imposer une guerre réellement qui n'est pas simple. Mais avec l'encouragement de la population et du président capitaine Ibrahim Traoré, on pense qu'on va arriver jusqu'au bout. Et dans cette guerre, on demande la contribution de toutes et de tous. La population est demandée de contribuer financièrement, moralement et physiquement. Voilà, chacun à sa manière peut contribuer à cette guerre pour la libération totale du Burkina Faso. Ensemble, on ira jusqu'au bout. Et on est prêt à se donner jusqu'au bout pour
la libération totale du Burkina Faso. On se rappelle, les années passées, il y a certains coins du Burkina Faso, on ne pouvait pas arriver. Avec l'arrivée de notre président, capitaine Ibrahim Traoré, réellement, on a reconquis beaucoup de coins. Et dans cette logique, on libérera le territoire jusqu'au bout. La patrie ou la mort, nous vaincrons.